Avant que je ne commence le récit de ma propre reconstruction, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'indiquer en commentaire depuis quel endroit du monde vous m'écoutez. Il est fascinant de savoir jusqu'où les échos d'une vie peuvent résonner. Je m'appelle Lydie. Bien que j'ai déjà atteint l'automne de mon existence, ce n'est que maintenant que j'apprends véritablement à m'exprimer à haute voix sur des sujets que j'avais préféré occulter durant des décennies de silence volontaire. Je réside seule dans une demeure ancienne et modeste, située à la lisière de la cité. Cette bâtisse semble respirer encore la présence de mon époux, Antoine. Elle conserve jalousement le souvenir de son rire vibrant, l'arôme persistant de sa soupe aux concombres et le tintement rythmé de ses outils dans l'atelier qui jouxte le garage. Aujourd'hui, le son dominant dans ces pièces est celui du tic-tac implacable de l'horloge de la cuisine, rythmant mes pas solitaires sur le carrelage glacial. Autrefois, je considérais ce silence comme une bénédiction céleste, un havre de paix après des journées harassantes. Aujourd'hui, il me harcèle les oreilles, tel un reproche muet ou un regret persistant. J'ai un fils unique, Marc. Depuis le départ définitif d'Antoine, Marc est devenu l'axe central de mon univers. Je l'ai élevé seul pendant de longues années, car Antoine travaillait sur des chantiers à l'étranger et ne franchissait notre seuil que pour les célébrations de fin d'année. Je me souviens avec une précision chirurgicale de la sensation de porter le petit Marc dans mes bras lorsqu'il brûlait de fièvre, ou de le regarder ramasser des châtaignes dans le parc pour me les offrir avec une fierté immense, comme s'il s'agissait de pièces d'or pur. À cette époque, je me murmurais avec espoir. « Lydie, tu as réussi l'éducation de ton fils. Tu ne seras jamais confrontée à la solitude dans tes vieux jours. » Mais la vie possède un sens de l'ironie dévastateur et aime transformer nos certitudes en farces cruelles. Marc a grandi, a rencontré Ilona, et ils ont scellé leur union très rapidement. Elle était d'une beauté indéniable, elle dégageait une aura que je ne pouvais m'empêcher de trouver glaciale. Elle utilisait toujours des parfums français onéreux et portait des talons hauts qui martelaient mes vieux escaliers de bois, comme si elle s'apprêtait à faire s'effondrer la structure même de ma demeure. Elle me souriait avec une perfection mécanique, m'appelant « petite maman », et je me berçais de l'illusion qu'elle voyait en moi un membre de sa propre lignée. Lors de mon passage à la retraite, mon entourage m'assurait que j'allais enfin connaître une période de sérénité absolue. Je disposais d'une pension annuelle de 32 000 €, ce qui, pour mon mode de vie austère, représentait une véritable fortune. Marc se contentait de sourire avec assurance en me répétant « Maman, ne te tourmente pour rien. Je vais m'occuper de l'intégralité de tes affaires. Je maîtrise les rouages bancaires, les transferts numériques et toutes ces nouvelles technologies qui te dépassent. » Et moi, au lieu de poser la moindre question rationnelle, je lui ai tout confié, avec la même abnégation que lorsque je lui offrais jadis la dernière part de gâteau. Je me justifiais en me disant que la jeunesse a des besoins impérieux, les crédits immobiliers, les véhicules, les projets d'enfants, les voyages. Je me persuadais que mon temps était passé, qu'un morceau de pain, un peu de beurre, du thé et une pomme pour le goûter suffiraient à mon bonheur. C'est ainsi que je me retrouvais parfois à ouvrir mon réfrigérateur pour n'y voir que l'éclat blafard de l'ampoule et une plaquette de beurre rance dans un coin. Je me disais, j'achèterai davantage demain, ce demain ne cessait de s'éloigner vers l'horizon. Marc et Ilona nous rendaient visite de façon sporadique, tels des ouragans de passage. Elle se plaignait amèrement du coût de la vie dans les boutiques de luxe, tandis que lui pestait contre les exigences de son supérieur hiérarchique. Il s'installait à ma table, étalait des documents complexes devant moi et sortait une carte bancaire qu'il osait appeler « notre carte ». « Maman », me lançait-il avec une hâte feinte, « il y a ses frais à couvrir, ses traites à honorer, ses taxes à régler. Tu n'as pas besoin d'en comprendre les subtilités, contente-toi de signer ici. » Et je signais, chaque trait de plume étant un pas de plus vers ma propre disparition sociale. Parfois, tard dans la soirée, alors que la faim me tenaillait l'estomac, je restais assise dans l'obscurité de ma cuisine avec un bol d'eau bouillante en guise de repas, et mes pensées dérivaient vers mon frère, Fabien. Fabien avait toujours été l'homme de la prudence, celui qui gardait les pieds ancrés dans la réalité. Dans notre prime jeunesse, il m'avait mis en garde contre les unions trop hâtives, contre les emprunts risqués et contre les individus qui masquent la froideur de leur cœur derrière des paroles mielleuses. Le destin a fini par se manifester sous la forme d'une sonnerie de téléphone. La voix de Fabien a résonné, rocailleuse mais empreinte d'une autorité naturelle. « Lydie, j'ai décidé de venir te voir. Cela fait bien trop longtemps que nous n'avons pas partagé un moment ensemble.
Je veux constater par moi-même comment se déroule cette retraite dorée dont Marc fait tant l'éloge. J'ai esquissé un sourire que personne n'a vu, lui assurant que tout était parfait et qu'un tel déplacement n'était pas nécessaire. Mais Fabien s'est contenté de me rogner un « je viens » définitif. À partir de cet appel, ma perception de ma propre demeure a commencé à muter. La poussière sur les étagères semblait plus épaisse. Le vide de mes placards devenait plus assourdissant. Je savais que mon frère possédait un sens aigu du détail et qu'il ne se laisserait pas berner par un sourire de façade. Le matin de son arrivée, j'ai parcouru chaque pièce, effleurant les murs dont la peinture s'écaillait. Dans les armoires de la cuisine, il n'y avait presque plus rien. Dans mon réfrigérateur, un modeste morceau de fromage, un œuf unique et ce fameux bocal de cornichons offert par une voisine complaisante. J'ai préparé une infusion avec des feuilles déjà utilisées, et une pensée m'a traversé l'esprit. Et s'il découvrait toute la vérité? S'il posait ces questions que je m'interdisais moi-même d'affronter? J'ignorais alors que cette journée, marquée par l'arrivée de Fabien, allait devenir le pivot de ma nouvelle existence. L'instant où Marc allait prononcer une phrase chargée d'arrogance devant son oncle allait sceller notre avenir à tous. Fabien est arrivé en milieu d'après-midi. J'ai entendu le vrombissement de son moteur, puis le cri métallique du portail avant que ses pas lourds ne résonnent sur le sentier. Mon cœur battait la chamade, comme si j'avais commis une faute grave. La vérité est que le silence peut être une forme de trahison envers soi-même. Je lui ai ouvert la porte avant même qu'il ne frappe. Il se tenait là, la silhouette légèrement voûtée par les années, ses cheveux argentés contrastant avec son regard toujours aussi perçant. Il m'a attiré contre lui dans une étreinte protectrice. « Lydie, » a-t-il dit doucement, « tu me sembles plus frêle que lors de notre dernière rencontre. » J'ai tenté un rire nerveux, assurant que c'était simplement l'effet du temps. Je sentais bien que son regard scannait déjà le hall d'entrée dénué de toute odeur de cuisine. Fabien s'est installé à la table de la cuisine, celle-là même où Jean travaillait autrefois ses plans de menuiserie. Son regard s'est immédiatement posé sur le plateau presque nu, quelques miettes de pain et mon bol d'eau chaude. « Puis-je jeter un œil à ton garde-manger » a-t-il demandé sans attendre de réponse. Il a ouvert le réfrigérateur avec un calme olympien. Le silence qui a suivi fut d'une lourdeur insupportable. Un œuf, Lydie. Et des cornichons de charité. Il s'est tourné vers moi, les bras croisés. Où est le dîner? Je vais me préparer quelque chose plus tard, ai-je balbutié, sentant mes joues s'enflammer de honte. Je mange très peu ces derniers temps, mon système digestif est capricieux. Il s'est rassis, me fixant avec une intensité qui semblait lire au plus profond de mon âme. Pourquoi vis-tu comme si tu dépendais de l'assistance publique alors que Marc se vante partout de ta retraite confortable? J'ai tenté de me justifier, de parler de l'augmentation du coût de la vie, des médicaments. Combien perçois-tu exactement? A-t-il insisté. Environ 32 000 € par an, ai-je murmuré. Fabien a laissé échapper un soupir de découragement en balayant la cuisine du regard. 32 000 €, et tu n'as même pas de quoi t'offrir un thé de qualité? Lydie, je te connais. Tu n'as jamais été dépensière. Où est passé ce capital? Le nom de Marc a brûlé mes lèvres, j'ai préféré dire que les jeunes avaient des dépenses imprévues et que je les aidais un peu. Un peu. Ses sourcils se sont haussés. Explique-moi précisément comment tes finances sont organisées. J'ai fini par lui avouer que Marc gérait l'intégralité de mes comptes, que ma pension était versée sur son compte personnel sous prétexte de sécurité, de facilité de gestion. Fabien a écouté ce récit absurde sans m'interrompre. Une fois mon explication terminée, il est resté pensif, le regard tourné vers la fenêtre. Donc ton argent alimente d'abord le train de vie de ton fils, et tu attends qu'il daigne t'accorder quelques restes pour subsister. Je me sentais comme une enfant prise en faute. Marc doit passer ce soir, ai-je ajouté pour changer de sujet. Il a des documents à me faire signer. Fabien a eu un sourire froid. C'est parfait. Je vais rester ici et observer comment notre cher neveu gère sa mission de dévouement familial. L'attente jusqu'à l'arrivée de Marc a été une véritable torture psychologique. Fabien s'était emparé de la cuisine, pas pour m'espionner. Il était sorti faire des courses massives au magasin du coin. Il était revenu les bras chargés de provisions, de la viande fraîche, des légumes odorants, du vrai beurre, du pain de seigle, du café de haute qualité. Ce soir, tu vas enfin consommer un véritable repas, a-t-il décrété.
Tandis qu'il préparait un ragoût dont les effluves commençaient à réchauffer l'atmosphère glaciale de la maison, j'ai ressenti un bien-être que j'avais oublié depuis le départ d'Antoine. La chaleur ne venait pas seulement des plaques de cuisson, de cette solidarité fraternelle retrouvée. Vers 19 heures, le grincement familier du portail a annoncé l'arrivée de Marc. Je l'ai vu entrer dans la cuisine avec son assurance habituelle, Ilona sur ses talons. « Maman » a-t-il lancé d'un ton jovial. « On passe juste en coup de vent, nous avons une soirée mondaine prévue en centre-ville. Il faut juste que tu paraffes ces quelques feuilles. » Il s'est arrêté net en voyant Fabien, qui remuait tranquillement le contenu de sa marmite. « Oncle Fabien, quelle surprise! On ne nous avait pas prévenu de ta venue. »« Je n'ai pas besoin d'invitation pour visiter ma sœur, » a répondu Fabien sans même se retourner. Marc a tenté de reprendre contenance. « Bien sûr, Lydie a besoin de repos. C'est pour cela que nous gérons tout pour elle. » Il a étalé ses documents sur la table de la cuisine, là où Fabien venait de dresser le couvert. « Allez maman, signe rapidement, nous sommes attendus. » Fabien a posé sa louche et s'est approché de la table. « Qu'est-ce que c'est que ce document, Marc ? » ?»« Juste des formalités bancaires, oncle. Rien de passionnant. »« Laisse-moi lire, » a ordonné Fabien en saisissant les feuilles. Marc a tenté de les récupérer, Fabien l'a écarté d'un geste ferme. Il a parcouru les lignes en silence, son visage se durcissant à chaque seconde. « C'est une demande de prêt à la consommation au nom de ta mère, Marc. Un crédit de 15 000 €. Pourquoi Lydie aurait-elle besoin d'un tel capital alors qu'elle ne possède même pas de quoi garnir son réfrigérateur ?» Marc a alors redressé les épaules, affichant un air de supériorité qui m'a glacé le sang. Il n'a pas cherché à nier ou à s'excuser. Au contraire, il a prononcé des mots qui resteront gravés comme une marque d'infamie dans ma mémoire. « Oncle, sois raisonnable. J'ai donné l'intégralité des revenus de maman à ma femme, car c'est ainsi que nous équilibrons notre budget familial. C'est le meilleur choix pour nous tous. Ilona a des exigences de standing pour son poste, et maman n'a plus besoin de grand-chose à son âge. Elle a un toit, elle a ses souvenirs. Pourquoi gaspiller cet argent dans des dépenses inutiles de vieille femme ?» Il a souri comme s'il venait d'expliquer une évidence mathématique à un enfant. À cet instant précis, Fabien a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a sorti de sa poche intérieure un petit appareil électronique, un dictaphone dont la diode rouge brillait comme une alerte. « Merci pour cet aveu spontané, Marc. Je n'aurais pas pu espérer mieux. » Le visage de mon fils s'est décomposé, passant du triomphe à une pâleur de cendre. « Tu m'enregistres ? C'est illégal. » « Pas dans le cadre d'un abus de faiblesse sur une personne vulnérable, » a répliqué Fabien d'une voix dont la froideur m'a fait frissonner. « Et ces documents de prêt que tu essaies de lui faire signer sous la contrainte morale vont rejoindre le dossier que Coralie est déjà en train de constituer. » Ilona a tenté d'intervenir avec sa voix de velours. « Monsieur Fabien, vous dramatisez une simple organisation domestique. Taisez-vous, madame, » a tranché mon frère avec un dégoût manifeste. « Vous avez pillé les ressources d'une femme qui a travaillé toute sa vie pour que vous puissiez vous pavaner. L'heure de rendre des comptes est arrivée. » Marc s'est tourné vers moi, tentant de jouer la carte du chantage affectif. « Maman, tu ne vas pas laisser ton frère détruire notre famille pour quelques euros. » J'ai regardé ses mains, puis j'ai fixé le bol d'eau chaude qui trônait encore sur le comptoir. « Ce n'est pas mon frère qui détruit la famille, Marc. C'est ton indifférence envers ma propre survie qui l'a déjà anéantie. » Le lendemain matin, j'ai quitté ma demeure pour la première fois avec un sentiment de souveraineté. Accompagné de Fabien de Coralie, sa fille experte en droit, je me suis rendu à l'agence centrale de ma banque. J'ai révoqué l'intégralité des procurations de Marc avec effet immédiat. L'employé derrière le guichet a semblé surpris par ma détermination, les preuves d'abus étaient irréfutables. J'ai ouvert un compte sécurisé dont moi seul possédais les accès numériques. Coralie a ensuite lancé une procédure officielle pour détournement de fonds, abus de confiance. « Nous ne cherchons pas la prison, maman, » m'a-t-elle dit avec sagesse, « nous allons exiger la restitution de chaque euro détourné ces 3 dernières années. » La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre dans le cercle social de Marc Ilona. L'image du « fils parfait » et de la « belle-fille dévouée » s'est effondrée. Ils ont été contraints de vendre leurs véhicules de luxe, de résilier leur bail dans le quartier branché pour commencer à rembourser leurs dettes envers moi.
Mais ma véritable revanche n'était pas financière. Elle résidait dans le Nouveau Testament que j'ai signé chez le notaire quelques jours plus tard. J'ai légué ma demeure, l'intégralité de mon patrimoine futur à une fondation dédiée à la protection des seigneurs isolés, désignant Coralie comme l'exécutrice testamentaire. Marc ne recevra qu'une boîte en bois que Jean avait fabriquée pour lui autrefois. Aujourd'hui, j'habite toujours ma vieille maison, les placards sont pleins, l'odeur du café frais accueille chaque matin mes invités. Fabien vient souvent me voir, nous passons nos après-midi à cultiver le jardin que j'avais tant négligé. Marc a tenté de me contacter à plusieurs reprises, ses messages ne sont plus que des suppliques de débiteur acculé. Je lui ai pardonné dans mon cœur, je refuse de redevenir son outil financier. J'ai appris que l'amour maternel ne doit jamais être un chèque en blanc pour l'irrespect. Je suis Lydie, je suis enfin la seule unique propriétaire de mon existence. La justice du destin a fini par frapper, le silence qui règne désormais dans ma demeure est celui de la paix, de la dignité retrouvée.